Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois mon ami David du mouvement bonapartiste. David va se présenter et il va nous parler des faits de l'actualité. Il a des messages à passer, donc on va le laisser s'exprimer, liberté de parole. Il va dire selon lui les choses les plus importantes actuellement en France. Vas-y, David. Oui, bonsoir, bonsoir Philippe, merci pour ton invitation. Alors, je vais me présenter rapidement. Donc, je suis David Saforcada, je suis le président du mouvement qui s'appelle l'Appel au peuple, donc qui est un mouvement bonapartiste, qui est un des plus vieux mouvements politiques de France que l'on a ressorti de sous la cendre, si je puis dire, en 2021. Donc voilà, et je suis donc comme ça peut s'entendre, je suis originaire du Sud-Ouest, du Comminges plus exactement. Voilà, j'ai une petite carrière militaire et aujourd'hui, je travaille dans le monde privé, ce qui me permet de voyager un peu partout en France et de toucher du doigt la plupart des problématiques. Alors, avant de commencer, je voudrais d'abord saluer tous les agriculteurs, tous les éleveurs qui souffrent actuellement, notamment ceux du Sud-Ouest, notamment ceux du Comminges et du Couserans, hein. Donc, le Couserans, c'est là où il y a eu l'abattage de 208 vaches la semaine dernière. Et le Comminges, c'est là où il y a eu l'abattage sur la ferme de Touille et où actuellement il y a il y aurait une suspicion sur une autre ferme, donc ce Sud-Ouest qui est malheureusement touché à son tour par la DNC. Donc voilà, donc je les salue, je les soutiens. Et d'ailleurs, ce week-end, là, je suis en Normandie et ce week-end, j'ai fait l'aller-retour, plus de 16 heures de route pour aller à Touille pour soutenir l'agriculteur. Donc voilà, donc ça c'était pour faire passer un petit message personnel, on va dire. Bon, et donc je vais profiter de la tribune de Philippe pour plusieurs sujets. Alors il y a bien entendu, on pourrait parler agriculture, mais là, l'agriculture, c'est le sujet actuel avec la DNC, mais c'est pas que la DNC, c'est tout ce qui va avec. C'est notamment les problèmes économiques que rencontrent les agriculteurs, c'est le Mercosur, et c'est ensuite aussi, comme le disait Philippe dans une de ses vidéos qui date d'aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est aussi par rapport à l'OMC. Et donc, moi, ce que je défends, c'est l'exception agricole, où il faut sortir donc l'agriculture de l'Organisation mondiale du commerce, parce que une vache, c'est pas un kilo d'acier, des pommes, c'est pas des voitures, etc. Donc, ce sont des produits qu'il faut sortir de l'OMC. On pourrait parler de ça longuement, mais je pense que l'actualité va nous amener rapidement à en reparler, notamment avec les négociations du Mercosur. Si on peut parler de négociations, bon, d'ailleurs, j'ai vu que Emmanuel Macron demandait un report et qu'a priori, Madame Mélanie serait elle aussi pour qu'il y ait un report, pardon, excusez-moi. Donc bon, à voir dans le temps. Je me méfie toujours de la position de Madame Mélanie, hein, qui est très changeante, ainsi bien entendu que de la position du président Macron. Puisque tu parles de ça, les prises de décision, enfin la conduite de la France, la conduite de nos États membres et de l'Union européenne, le mouvement bonapartiste on s'est rencontrés plusieurs fois déjà, sur plusieurs années, David, le bonapartiste ne prônait pas du tout la politique qu'il y a actuellement dans l'Union européenne. C'était pas ça le bonapartiste, hein. Ah non, non, mais c'est comme le gaullisme. Le général de Gaulle, lorsqu'il y a la création de l'Europe, qui n'est pas encore l'Union européenne, c'est pas du tout ça. On est toujours sur une politique de participation d'États-nations qui restent maîtres de leur souveraineté et qui sont capables de dire non quand il faut dire non. Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, j'entends des personnalités politiques ou hors politique d'ailleurs parler de faire la politique de la chaise vide, etc. Alors la politique de la chaise vide, ça c'était encore valable à l'époque du général de Gaulle, où il y avait 6 nations, dont la plus puissante était la France, donc c'était facile de faire la chaise vide. Aujourd'hui, faire la chaise vide, c'est un peu plus compliqué parce qu'on a moins de poids, donc c'est un peu plus compliqué. Mais effectivement, cette construction européenne telle qu'elle est faite depuis 92 et voire même depuis l'acte unique, bon, c'est une catastrophe à laquelle on ne peut être qu'opposé. L'Europe ne peut fonctionner que sur des coopérations entre différents pays. C'est ça. Alors potentiellement, pourquoi pas 12 pays, 6 pays, 10 pays, Oui, etc. Mais aujourd'hui, on voit que c'est de plus en plus compliqué. Alors ça a été possible à une époque avec Airbus, ça a été possible à une époque avec Ariane. oui. Aujourd'hui, si je prends un domaine qui m'intéresse un peu, qui est le domaine de la défense, on se rend compte que par exemple avec le SCAF, c'est quasiment devenu impossible. D'autant plus que, d'autant plus qu'aujourd'hui ou à l'époque, pardon, on pouvait dire Airbus était une coopération franco-allemande avec les Espagnols aussi, etc. Aujourd'hui, Airbus
est piloté à 80%, voire 90% par les Allemands. Donc Airbus est quasiment devenu une entreprise allemande. Donc ça devient compliqué de faire de la coopération. Donc voilà, oui, effectivement, cette Europe-là, enfin, l'Europe d'aujourd'hui en tout cas, pour nous n'est pas viable. Et je pense que tous les politiques, je dis bien tous, aussi bien ceux qui sont Tous. partisans de l'Union européenne que ceux qui sont a priori opposés à l'Union européenne, il y a une question simple à trancher avant de proposer n'importe quelle politique qu'elle soit, c'est de savoir si cette politique est déjà faisable en l'état actuel. Et Oui. donc, de proposer aux Français, c'est simple. Soit vous voulez continuer dans la dégringolade, si je puis dire, de l'Union européenne qui nous supprime de plus en plus de souveraineté et d'indépendance, soit vous voulez changer le modèle, et à ce moment-là, on appliquera ce que demandent les Français. Si les Français souhaitent rester dans le modèle actuel, on y restera. Et advienne que pourra. S'ils décident de sortir, à ce moment-là, eh il faudra faire des politiques différentes qui sont tout à fait possibles. Les gens qui disent que c'est impossible, bah, c'est toujours simple de dire que c'est impossible à partir du moment où on ne l'a pas fait. Et je rappellerai une phrase de Napoléon, impossible n'est pas français. Et donc, c'est bien que tu parles de ça parce que on parle de l'Europe, on parle normalement, on devrait avoir un État souverain, hein, et sur le plan militaire, puisque tu connais bien, c'est ton domaine, sur le plan militaire, qu'est-ce que tu penses de la trajectoire que prend la France sur le plan militaire, où on est totalement soumis aux ordres de l'OTAN? Comment tu vois la protection de notre pays? Comment on peut reprendre la main? Comment tu vois la chose, toi? Déjà, il y aurait une chose, entre guillemets, simple, qui n'engage pas à grand-chose, enfin, qui n'engage pas à grand-chose, qui change la donne, pardon. Déjà, c'est de sortir du commandement intégré de l'OTAN, Voilà. dans lequel nous sommes revenus par le biais de Nicolas Sarkozy. D'accord? Donc, sortir du commandement intégré, ça ne veut pas dire sortir de l'OTAN. Ça veut dire simplement sortir de certaines obligations. Bon, après, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que l'OTAN d'avant la fin de la guerre froide, c'était Oui. une chose. L'OTAN d'aujourd'hui, c'est plus tout à fait la même chose. D'autant plus qu'aujourd'hui, on se retrouve, entre guillemets, partenaires d'États qui nous sont, alors je ne vais pas dire ennemis, mais qui nous sont adverses, comme par exemple la Turquie. Tout Donc à on se fait. retrouve dans une alliance avec des États adverses. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et c'est pareil, et là j'en reviendrai parce que effectivement aujourd'hui on pointe du doigt le président Macron, notamment avec l'esclandre qu'il y avait eu avec le général de Villiers. Mais je tiens à souligner que alors, excusez-moi, je vais être un peu mal poli, mais la mise à poil de l'armée française, elle date du président Nicolas Sarkozy. Hein, c'est sous le président Nicolas Sarkozy qu'on a réduit les budgets, qu'on a réduit les effectifs. Je rappelle que le ministre de l'époque était M. Hervé Morin, le même qui aujourd'hui demande à ce que l'armée soit forte. C'est quand même fort de Président sa de la région Normandie. président de la région de Normandie. Et je rappellerai à tout le monde que le numéro 2 de l'armée française à cette époque était un général très connu qui s'appelle toujours le général de Villiers, Oui, le frère de Philippe de Villiers. le frère de Philippe de Villiers, le général que tout le monde aujourd'hui encense parce qu'il a osé démissionner face à Emmanuel Macron. Ce général était numéro 2 de l'armée française lorsque Nicolas Sarkozy a mis l'armée française à poil. Et là, comme par hasard, il n'a pas démissionné, il n'a pas parlé. C'est normal, il avait encore des étoiles à gagner. Bon, ça, c'était la petite parenthèse. Mais effectivement, aujourd'hui, notre armée française, alors, il faut pas se mentir. Nous avons, je pense, je parle de nos hommes, nous avons quasiment les meilleurs soldats du monde. L'armée française, si on parle des hommes, on a la meilleure armée du monde, à égalité peut-être avec les États-Unis. Je ne mets même pas les Russes dans les premiers. Vous voyez, je ne mets même pas les Russes dans les premiers. Seulement, cette armée, elle est très faible. Elle est très faible, que ce soit en effectif, que ce soit en matériel. Donc, on ne pourra remonter en capacité que si déjà on augmente le budget. Alors, on nous parle de 3%, mais 3%, c'est rien du tout. À l'heure d'aujourd'hui, il faut monter à au moins à 5% du PIB. Alors, ça fait beaucoup. Mais si on veut quelque chose de crédible, c'est ça. Et surtout, il faut avoir une nouvelle vision. Le service militaire tel qu'il est programmé, le nouveau service militaire, pour moi, ça ne marchera pas. Ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que ce service militaire n'a aucune fonction à l'extérieur. Et aujourd'hui, euh, on sait très bien que les chars de Vladimir Poutine ou les chars de M. Erdogan ne vont pas traverser le Rhin ou les Alpes la semaine prochaine. Donc en fait, ce n'est pas sur le territoire national que ça se joue, c'est à l'extérieur. Donc il faut du projetable. Et depuis la guerre d'Algérie, on ne projette plus de soldats du contingent à l'étranger. Par contre, ce qui serait intéressant de réfléchir, et là, pour le coup, de s'inspirer de ce que font les Américains, mais pas que,
c'est de créer une véritable réserve, c'est-à-dire avec des unités composées uniquement de réservistes et qui soient capables d'être projetables pour épauler l'armée d'actifs. Ça ne veut pas dire qu'il faut aller mener des expéditions à l'extérieur, bien entendu. Non, non, Il on faut se être comprend. capable, mais il faut être capable de réagir à toutes les menaces et surtout quelque chose que les Français oublient, et ce qui est un peu malheureux. Les Français, ils oublient que la France, elle ne s'arrête pas à la pointe du Raz et elle ne s'arrête pas du côté de Monaco. La France, c'est aussi la Nouvelle-Calédonie, c'est Tahiti, c'est les Antilles, c'est la Réunion. Donc il faut qu'on soit capable qu'on ait une armée qui puisse se projeter pour défendre nos territoires ultramarins et faire respecter nos zones économiques et, euh, et tout ce qui va avec, en fait. Et le fait qu'on ait l'arme nucléaire, pour toi, c'est une force ou pas? Alors, l'arme nucléaire, c'est une force, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est plus forcément une dissuasion. C'est une force, effectivement, d'avoir l'arme nucléaire. Bon, mais lorsqu'en face, ils ont aussi l'arme nucléaire, ça amène à réfléchir. Ça amène à réfléchir. Et alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble, alors je ne sais plus, c'était sûrement Khrouchtchev, enfin, je pense, qui avait dit au général de Gaulle qu'il pouvait vitrifier je ne sais pas combien de fois Paris. Le général de Gaulle il avait répondu ben, on mourra ensemble parce que nous, on pouvait vitrifier aussi. Alors, peut-être pas 300 fois, mais une seule fois, ça suffisait. Donc aujourd'hui, l'arme nucléaire, ça reste quand même l'arme ultime. Maintenant, qui osera s'en servir et puis c'est compliqué parce que l'arme nucléaire, c'est lorsque l'on va toucher à, au cœur même de la nation. Donc à partir de quel moment on considère que le cœur de la nation est totalement menacé et que l'on est donc en mesure de se servir de l'arme nucléaire. Donc moi je pense qu'aujourd'hui c'est un atout, mais il faut revenir sur le conventionnel et aussi sur du rustique. Il faut arrêter de vouloir les plus beaux matériels. Alors le char Leclerc c'est magnifique, le Rafale c'est magnifique et il en faut, mais il faut revenir aussi à un peu de rusticité parce que c'est ce qui permet de remonter en gamme rapidement. Et alors donc, il y en a certains qui pensent, comme au niveau politique, ben, on voit la tristesse de notre classe politique, hein, d'où l'intérêt de faire essayer de faire émerger des gens de la société civile qui seraient plus compétents que nos politiques. On voit les résultats qu'ils ont fait. Et d'autres aussi font des demandes, puisque toi tu connais bien ce secteur militaire, en disant pour si on veut sauver la France, faut ramener un général, faut ramener un militaire à la tête de la France. Alors, je sais que quand on se croise et que je t'en parle, ça te fait sourire, ça. Ben oui, parce que ça, alors, je vais dire, c'est un réflexe de civil. Euh, parce que le civil, il croit que parce qu'il y a des étoiles, ben, on a affaire à une lumière, entre guillemets. Non, non, ça veut rien dire. On peut être un très bon général. Et je connais, oui, il y a des généraux qui sont de très bons officiers généraux, mais un officier général, ça fait pas forcément un bon politique. Des De Gaulle et des Napoléon, il y en a pas tous les jours. Et un général, alors, c'est ça qu'il faut savoir aussi. C'est pour ça, lorsque je vois beaucoup de généraux aujourd'hui qui s'expriment dans une certaine catégorie de l'arc politique, déjà, la première chose que je leur dirais, ce qui est bizarre, c'est qu'aujourd'hui, ils ont des positions très, très à droite, mais la majorité d'entre eux, ils ont gagné leurs étoiles lorsque Mitterrand était président. Et là, ça ne leur posait pas de problème d'avoir un président de la République de gauche. Donc, comme quoi, quand il y a une carrière à faire, du coup, on est un peu moins regardant. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, je suis désolé, mais un général il peut être très bon dans son domaine militaire, mais ce n'est pas pour autant qu'il va maîtriser l'économie, qu'il va maîtriser l'agriculture, etc. Aujourd'hui, il faut un chef, on va dire qu'il faut un chef, il faut un président, il faut un leader dans un parti politique, il faut un leader dans une équipe de foot, dans une équipe de rugby, etc. Mais tout seul aujourd'hui, ça n'existe plus. Même Napoléon tout seul, bah, il ne pouvait pas tout faire tout seul. Il avait toujours besoin de quelqu'un. Le général de Gaulle, c'est pareil. Le général de Gaulle, c'est pas lui qui, en une nuit, a écrit la Constitution de 58. Il avait du monde autour de lui. Donc voilà. Donc moi, non, ça me fait sourire. Et puis après, c'est surtout, bon, les généraux, ça dépend lesquels. Tu vois, Phil, moi, j'ai le plus grand respect pour un général qui a été décrié parce que justement, il a pris la succession du général de Villiers. Donc tout le monde a dit, ouais, c'est du favoritisme, c'est du piston, il est macroniste, etc., etc. Bon, c'est le général Lecointre. Le général Lecointre, il fait partie de ces officiers de l'armée française qui rentraient en service, on va dire, milieu des années 80, donc qui a connu la fin des années 80, toute la période des années 90, et qui était dans des unités qui connaît les OPEX, qui connaît le terrain et qui, malheureusement, pour le général Lecointre, c'est ce que c'est que de perdre des hommes
et de les voir mourir, mais à côté de lui. C'est pas de les voir mourir à 300 kilomètres, c'est de les voir mourir à côté de lui, etc. Et donc là, on a des généraux qui pour moi, tiennent la route parce qu'ils savent ce que c'est que d'être près de leurs hommes et d'aller au carton. Il y a d'autres généraux, ils sont généraux, bon, ils sont jamais vraiment allés au carton, quoi. Mm. Oui, oui. Donc, dans les nouvelles générations, toi, tu penses que pour redonner un sens à la nation, tu penses que avoir un service militaire comme on avait autrefois, tu penses que ça a du sens ou que ça n'a plus de sens en 2025? Pour moi, ce n'est pas à l'armée française de pallier à tous Tiens, les t'as manques. baissé le son, là. Ouais, Alors, ouais, t'avais baissé le son. d'accord. Donc, je te disais, c'est pour moi, c'est pas l'armée française de pallier au manque à tous les manques. C'est pas l'armée française de pallier au manque de l'éducation nationale, Ah enfin oui, de l'instruction publique, pardon. Ce n'est pas à l'armée française de manquer au manquement d'éducation des parents. Alors, effectivement, il y a. Alors, moi, j'ai été militaire à la fin des années 80, il y avait encore le service militaire, mais ça commençait déjà un peu à baisser de niveau, si je puis dire, parce qu'il y avait déjà beaucoup de personnes qui étaient exemptes, il y avait beaucoup de gens qui se retrouvaient affectés là où ils voulaient être affectés, et il n'y avait pas ce brassage social comme il pouvait y avoir avant. Bon, euh, la seule chose intéressante du service militaire, enfin en fonction des unités, c'était que les gens ils passaient leur permis de conduire. Bon, c'est pas à l'armée française de payer le permis de conduire de tous les citoyens. Donc, on pourrait se dire pourquoi pas, mais il faut que les gens se rendent compte. Aujourd'hui, on a une armée d'actifs qui n'a pas le temps de s'occuper du service militaire. On n'a pas assez de réservistes pour s'occuper du service militaire. Et puis, encore une fois, pourquoi faire? Pourquoi faire un service militaire? C'est ça la question. ouais. Est-ce que demain, on va envoyer des appelés du contingent, pour les appeler comme ils s'appelaient avant, hein, ou un conscrit? Est-ce qu'on va envoyer un conscrit au Sahel? Non. Est-ce qu'on va envoyer un conscrit même à Tahiti? Alors peut-être que oui, parce que c'est un territoire français. Mais ça va être compliqué de trouver quelqu'un qui va vouloir partir 1 an, 2 ans. Donc, ça avait un sens. Pendant longtemps, j'ai défendu l'idée, hein, je le reconnais, j'ai défendu l'idée du service militaire pendant très longtemps. Mais finalement, aujourd'hui, je me dis, mais ok, mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Si Bah, c'est en pour fait, juste. oui, en fait, la question, je la posais parce que beaucoup se posent cette question-là, c'est pour recadrer les jeunes, redonner de l'ordre, du respect dans notre société, mais tu viens d'y répondre. C'est l'éducation nationale et l'éducation des parents, tu viens d'y répondre. C'est l'éducation des parents, c'est l'éducation nationale, c'est la culture. Moi, je suis désolé. Si on a de la culture, eh ben, on la transmet. Ça encadre mieux les enfants. Et après aussi, il y a de l'autorité. C'est-à-dire que les fauteurs de troubles, on va les appeler comme ça, les fauteurs de Oui, troubles, oui, bah, il faut les punir. Il ne faut pas rester dans l'impunité. Il faut pas. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, ben, la peur du gendarme, elle était réelle. oui. On avait la peur du gendarme, on avait la peur de l'instituteur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il faut en avoir peur? Pas forcément, mais en tout cas, on respectait. Voilà, c'est le respect, en fait, la première chose. Et le respect, ça, c'est pas là. Enfin, l'armée le complétait, si je veux dire. Mais Oui. normalement, enfin, moi, j'ai travaillé avec des appelés lorsque j'étais à Djibouti. Bon, là, c'était un peu différent parce que les appelés qui étaient à Djibouti, ils étaient volontaires pour aller là-bas. Et encore, bon, ce n'était pas un théâtre d'opération, hein, c'était ce qu'on appelait le service militaire outre-mer. Voilà, donc ils étaient volontaires pour aller outre-mer. Bon, mais les gens, moi, j'ai eu que des gamins, entre guillemets, ben, le respect, ils l'avaient déjà pour la majorité. Alors, bizarrement, la plupart des jeunes qu'on avait, bon, ben, c'était des gamins qui venaient de la campagne. Et bizarrement, ben, c'est bizarre quand même, les gamins de la campagne, ils avaient plus de respect que les gamins des villes. Alors, est-ce que ça ne vient pas aussi de la tradition, de l'éducation familiale, etc. Voilà. Donc, non, ça vient du respect. Et ce respect, oui, l'armée peut l'inculquer, mais ça vient d'avant. Ça vient d'avant. C'est la rigueur que l'on doit avoir tout au long de sa vie, etc. Mais c'est une situation qui est redressable. Si on avait eu un changement de gouvernance politique, ramener du respect et de l'ordre dans les villes et dans les banlieues, c'est possible selon toi, David? Oui, non, bah, alors oui, dans les villes, dans les banlieues, mais partout en fait. Il faut un retour à certaines valeurs. Ces valeurs, donc oui, c'est le respect que l'on doit avoir les uns envers les autres, mais c'est aussi le respect envers les institutions. Et pour cela, il faut que les institutions soient aussi respectables. Ce qui veut dire que on en revient toujours à la même chose. C'est les devoirs, mais les devoirs, c'est tout le monde qui a des devoirs. C'est aussi bien l'État, l'administration que les citoyens. C'est à chacun de faire en sorte que les devoirs soient respectés par les uns et les autres. Après, pour ce qui est oui, des villes et des cités, mais c'est pareil.
si les 100% des habitants des banlieues et des cités étaient tous des voyous, entre guillemets, mais le pays serait ingérable. On a 90%, voire même 99% de la population qui ne demande qu'à vivre tranquillement. Mais il faut s'appuyer sur ces gens-là. Mais pour s'appuyer sur ces gens-là, il faut les respecter. Ça, c'est la première chose. Donc, on en revient au respect. Et la deuxième, c'est de créer. J'écoutais hier soir, je crois que c'est Monsieur Apathy, qui parlait de culture multiple. Mais la France est déjà un pays, entre guillemets, de culture multiple. Entre le mangeur de cassoulet que je suis et l'amateur de galettes bretonnes, ben, on est déjà deux cultures différentes. Mais l'histoire nationale et la fierté française en fait que moi, si je vais en Bretagne, je me sentirai heureux. Et si un Breton vient chez moi, je pense qu'il se sentira heureux. Tout Donc à il fait. faut reconstruire ce sentiment de fierté nationale qui ensuite va amener ben, à plus de respect et potentiellement à quelque chose de mieux. Et pour ça, oui, c'est un changement de politique, mais c'est un changement de politique à tous les niveaux. Et les minorités qui font un peu le bazar, un peu dans nos campagnes, mais plus dans les villes, c'est un manque de fermeté et d'autorité. Parce qu'on peut le résoudre, ce problème-là. Oui, mais après, c'est toujours pareil. Il y a un moment donné, il faut de l'autorité. Il faut de l'autorité et il faut être capable de prendre ses responsabilités vis-à-vis je vais dire, de certains individus. Bon, maintenant, on va se heurter à certaines choses. Qui sont ces individus? Est-ce qu'ils sont français, pas français? Déjà, ça, c'est la première chose. Parce que c'est pareil, lorsque vous avez des hommes ou des femmes politiques qui vous disent, oui, mais c'est pas compliqué, il n'y a qu'à les renvoyer chez eux, il n'y a que les expulser. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que pour pouvoir les renvoyer chez eux, il faut que le pays d'accueil soit d'accord. Si le pays d'accueil n'est pas d'accord, eh bien, vous ne pouvez pas les renvoyer chez eux. Donc il faut bien s'en dépatouiller, si je puis dire. Donc c'est là où il faut être capable d'être ferme alors je vais employer un terme qui va peut-être choquer, mais avec les indésirables. Mais les indésirables, ils sont combien? Ils sont, allez, 5%, même pas. Oui, oui, très peu, Oui, très voilà. peu. Très peu, en fait. Par contre, il faut être intraitable. Il faut être intraitable, notamment avec ceux qui veulent réellement soit du séparatisme, et là, j'ai pas peur de le dire, je fais référence à certains islamistes, à certains intégristes, et de l'autre côté, à tout, par exemple, les narcotrafiquants, en fait, la criminalité organisée, le crime organisé, qui est beaucoup plus dangereux, ou tout autant dangereux aujourd'hui que certaines autres personnes. Et parfois, ils se rejoignent parce que leur but est le même. Leur but est de créer du séparatisme pour pouvoir tranquillement faire ce qu'ils ont à faire. Donc en fait, c'est des minorités, on en parle beaucoup parce que souvent les médias s'emparent de ça, mais c'est des minorités sur la population. Oui, mais c'est dans tous les cas, c'est pareil. Euh, je reprends des exemples où à chaque fois, c'est des minorités. Si on reprend par exemple le mouvement des Gilets jaunes, Oui, le mouvement des Gilets jaunes, sur le premier week-end, le deuxième week-end, le troisième week-end, on va dire, c'était un mouvement populaire où quasiment tout le monde se reconnaissait dedans. Bon, à partir du moment où une minorité est entrée dans le mouvement et que cette minorité est devenue une minorité active qui n'était là que pour euh, casser, etc., etc., ça a dénaturé le mouvement et les gens se sont désolidarisés des Gilets jaunes. Moi, le premier, les deux premiers week-ends, enfin, le premier week-end, j'étais sur un rond-point. À partir du moment où il y a eu les événements à l'Arc de Triomphe, j'étais plus sur les ronds-points. Parce que là, bon, ça touchait la symbolique de l'Arc de Triomphe, du soldat inconnu, etc. oui. Aujourd'hui, si j'en reviens à ce qui se passe aujourd'hui avec la DNC, c'est un peu la peur que j'ai aussi. 99% des agriculteurs, pour ne pas dire 100% des agriculteurs, sont des gens responsables, qui savent de quoi ils parlent, etc. Et par contre, on voit arriver sur les réseaux sociaux une minorité qui, bien entendu, va venir nous expliquer qu'il ne faut pas vacciner, non pas pour des raisons sanitaires, mais parce que c'est le vaccin, c'est dangereux, on va tous mourir. Il y en a d'autres qui vont venir vous expliquer que les flics, c'est tous des salauds et que donc c'est normal qu'ils soient là, enfin, etc., etc. En fait, les minorités, quel que soit le bord, deviennent un danger. Alors sur les vaccins, il peut y avoir il peut y avoir des gens qui comprennent pas bien parce qu'il y a deux vaccins. Il y a les vaccins ARN qui peuvent avoir effectivement des réactions, mais il y a un autre vaccin, je vais faire venir un vétérinaire là sur ma chaîne, qui est un virus. C'est un virus qui est contrôlé et qui sert de vaccin. Donc ça dépend Mhm. de quoi on parle. Parce qu'il y en a qui ont peur des ARN, les fameux ARN messagers. Mais là, bon.
visiblement, moi je suis pas spécialiste, c'est pour ça que je vais faire venir un vétérinaire. Il y a vaccin et vaccin, hein. Certes, il y Oui, a des oui, vaccins qui ont créé des effets secondaires, mais après la vaccination, elle existe depuis. Nous, on est vaccinés depuis qu'on est tout petit. Après, bien sûr, il y a des vaccins qui peuvent conduire à des problèmes. Ça, on est d'accord. oui, mais ça, comme tous les vaccins, comme tu le dis, il y a des effets secondaires et personne n'a les mêmes effets secondaires. Ouais, la vaccination, c'est depuis Pasteur. Petite parenthèse, tu vois, je fais de la pub. Pasteur a pu développer son vaccin contre la rage, etc., grâce à quelqu'un qui est très célèbre, qui s'appelle Napoléon III. Je referme, je referme la Oui, c'est parenthèse. vrai, c'était Napoléon III. Oui, bah oui, 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 oui. Donc, bon, je referme la parenthèse et bon, le vaccin aussi, parce que les vaccins, on pourrait en parler des heures. Bon, moi qui ai eu la chance d'aller souvent en Afrique, mais je dis merci au vaccin parce que sinon, je ne serais peut-être pas là pour en parler. Et par contre, je connais beaucoup d'Africains qui seraient bien contents d'avoir les surdoses de vaccins qu'on a. Ça leur éviterait beaucoup de maladies, mais je referme, Oui, oui, mais c'est je un referme débat la très parenthèse. complexe. Après, Oui, non, mais tout à fait. qu'il y ait Tout des à fait. vaccins qui ont fait des effets indésirables, ça c'est incontestable aussi. Oui, non, mais tout à fait. Mais bon, ça, voilà. Mais c'était surtout pour dire que, voilà. Alors là, je parlais des vaccins, mais je pourrais parler d'autres choses. Et tu parlais des minorités. Moi, je me méfie des minorités parce que les minorités, bon, regarde dans le milieu politique dans lequel, entre guillemets, nous grenouillons, que certains qualifient de souverainiste. Moi, je me dis pas souverainiste. Je me dis plus souverainiste. Moi, je suis bonapartiste. Mais je me dis plus souverainiste. Pourquoi? Parce que dès qu'on dit souverainiste, eh bien, grâce aux médias et grâce à d'autres, on parle de suite à tous les foufous qui sont soi-disant souverainistes, mais qui détériorent l'esprit. Parce qu'on est de suite assimilé à, je sais pas moi, Francis Lalanne, enfin, c'est tous ces gens-là, quoi. Donc non, donc c'est à cause de certaines minorités, justement. Alors, je rajoute une précision. Ce qui a été peu dit sur la maladie, on a parlé des vaccins, c'est que cette maladie-là se soigne. Elle se soigne en Inde et en Égypte par des antibiotiques, d'ivermectine et tout. Mais ça, ils vont pas beaucoup en parler, hein. On peut Oui, isoler les animaux et les soigner. C'est pas une maladie dangereuse. Donc, soit on peut mettre des vaccins. Alors, moi, je suis pas spécialiste dans les vaccins adaptés. Moi, j'y connais rien. Soit on soigne l'animal. C'est l'un ou c'est l'autre. Mais l'abattage total, il est vrai que pour une maladie qui est pas contagieuse à l'homme, pense que ça fait lever les foules, quoi. Ça fait lever oui, les non, foules. Là, on n'est pas dans la bruxellose, on n'est pas dans des maladies comme ça. non, non, c'est sûr. Non, mais là, ce qui fait lever des foules, c'est, si je reprends l'exemple de l'Ariège, c'est un troupeau de 200 vaches. 200 vaches, c'est énorme, on va dire. Ah oui. Et surtout en plus, bon, toi, c'est ton métier, donc tu connais mieux que moi. Mais surtout qu'en plus, aujourd'hui, ça tombe dans une période, donc l'hiver, où les troupeaux sont en stabulation. Donc, la maladie, ben, effectivement, elle peut se développer plus vite. Donc, et tous les animaux sont ensemble. Contrairement à ce qui s'est passé en Savoie, c'était en plein été, donc les animaux étaient dans les pâturages, donc ça a évité qu'il y ait tout un troupeau, on va dire, qui soit en contact. J'imagine que si la maladie était arrivée en Savoie l'hiver, lorsque tous les animaux sont dans les étables, je pense qu'ils se seraient révoltés aussi, parce que les abattages, déjà qu'ils ont été sérieux, ils auraient été pires, je pense. Bien Et sûr. d'ailleurs, parce qu'on voit beaucoup en ce moment les éleveurs de Savoie sur les réseaux sociaux, sûrement dû à la FNSEA qui veut allumer un contre-feu, je pense. Mais je suis tombé sur une vidéo d'un jeune éleveur de Savoie qui a eu une partie de son cheptel éliminée. D'ailleurs, justement, il l'explique, il le dit que s'il n'y en a eu qu'une partie, c'est parce que c'était l'été, qu'ils étaient dans les pâturages et que donc ils ont pu, entre guillemets, sélectionner les bêtes. Et il a dit ça avec beaucoup de dignité et avec un peu d'humour noir, je pense, parce que quand on y a posé la question, on lui a dit, mais donc le protocole mis en place par l'État fonctionne. Et là, il a répondu avec beaucoup de dignité, et je pense avec humour, il a dit, bien entendu que le protocole fonctionne. Lorsqu'on a tué tous les animaux, il n'y a plus de maladie. Donc oui, ça fonctionne. Bon, je pense que Oh, tout est mais dit. ceci étant, ben oui, nous, on est David pour un autre modèle, une autre politique, hein, et Tout à fait. faut rappeler que le référent agricole on travaille ensemble, c'est Paul Ducruet, C'est hein, ça. qui est agriculteur référent à l'appel au peuple, hein, qui est C'est ça. référent. Alors lui, il est en Haute-Savoie. Il est en Haute-Savoie, justement. Il est en Haute-Savoie. Donc, lui, il fait du lait, donc de la vache laitière, en bio. D'accord?
Et bon, bien entendu, moi, immédiatement, je lui ai demandé ce qu'il pensait de la situation, etc. Et sa réponse a été la même que celle que moi j'ai faite, c'est isoler les animaux, Oui, abattre réellement les animaux oui, c'est ben, qui ça. sont en détresse et qu'il faut abattre, ne serait-ce que même pour leur dignité, si je puis dire. Voilà, mais après, il m'a dit, il faut laisser vivre les troupeaux. C'est une maladie qui se guérit, qui peut se guérir d'elle-même. C'est pas parce qu'il y a eu un cas qu'il y a tous les cas. Donc, et pourtant, lui, il est en Savoie, et puis voilà, quoi. Donc Non, voilà, et non. puis bon, après, ce que les gens oublient, enfin, ce que les gens oublient, oui et non, c'est que là, on est en hiver, donc alors, il y a toujours des mouches, etc., mais un peu moins. Donc au printemps, voilà. Et ce que, justement, c'est ce jeune agriculteur qui parlait et redisait, et moi, tu vois, comme on est spécialiste de rien, en fait, donc on apprend tous les jours. Oui. Et là ce jeune agriculteur disait, lui, il n'a qu'une peur, c'est qu'il est. Pourtant, tous ces animaux maintenant sont vaccinés, et ça fait plus de 50 jours. Donc, a priori, c'est bon. Un seul cas de maladie sur son cheptel, on abat tout, alors qu'ils sont vaccinés. Mais on marche sur la tête. Ah, mais oui, mais oui, Et là, mais j'ose pas oui. imaginer un agriculteur à qui on a abattu la moitié du cheptel, qui a vacciné et à qui on va dire il faut que tu abattes le reste. Je Non, pense mais que. c'est une pression terrible avec le principe de précaution, puis c'est surtout les 2 milliards d'exportations des animaux, qu'on n'est pas capable d'ailleurs d'engraisser chez nous, parce qu'ils veulent pas Oui, rémunérer les paysans. C'est les 2 milliards d'exportations, principalement vers l'Italie, qui font là, qui mettent la pression sur la ministre et avec la FNSEA. Mais tout à fait. il y a des tristes records, hein. Il y a un agriculteur qui va se faire abattre son troupeau pour la troisième fois, là. Bon, il va D'accord. arrêter, hein, il va pas recharger. Alors, c'est pas la dermatose, c'est la tuberculose. Donc là, c'est autre chose, Bon, hein. par Mais contre, là, même, 3 fois, c'est là que tu baisses les bras. bah, je pense. Oui. Non, par contre, là où ce qu'il faut regarder, quel que soit enfin, le protocole, enfin, en tout cas, après le vaccin, etc., tant qu'on n'aura pas mis une nouvelle politique agricole en Tout place, à fait. c'est aussi les questions des revenus, parce que pendant que les animaux sont en quarantaine, eh ben, on ne peut pas les vendre, donc il y a une perte de revenus. Par contre, ça coûte de l'argent parce qu'il faut les nourrir, etc. Donc il faut regarder cette problématique-là aussi des revenus de l'agriculteur qui, d'un côté, perd des revenus et de l'autre, ben, a des dépenses, on va dire, supplémentaires parce que les animaux, pendant qu'ils sont en quarantaine, ben, ouais, il faut les nourrir, il faut s'en occuper. Donc il y a ça aussi, il y a ça aussi à regarder. Et puis bon, là, moi, j'ai pas les chiffres parce que je m'y suis pas forcément penché dessus, mais je pense que déjà le prix de la viande a dû baisser. Il y en a certains qui vont jouer de ça aussi en disant attention, là, attention, il y a la maladie, donc on va baisser les tarifs, etc. En plus de ça, bon, on nous rajoute, bien entendu, mais ça, alors je suis absolument pas complotiste, mais bizarrement, en approche de Noël, on a de la grippe aviaire qui revient. Comme Oui. ça, on va aller acheter du foie gras roumain et des magrets de canard polonais, sûrement. J'en profite pour saluer M. Candelon dans le Gers, qui fait un très beau combat par Ah rapport oui, que à. tu connais, oui, je le connais, moi aussi, je le connais. Enfin, que j'ai croisé, je ne le connais pas forcément, Ah oui, mais tu je l'ai l'as croisé croisé. sur sur Et, les ouais, manifestations. voilà, tout à fait. Donc, et en plus, c'est ancien militaire. Donc, le fait d'être ancien militaire, C'est de un suite, ancien ça. militaire, c'est pour ça que vous avez un peu de contact. Ouais. Ouais, c'est non, c'est surtout, c'est pour ça que j'ai de l'affection, on va dire. Oui, C'est ça, c'est. il faisait le tir à la carabine. Ouais. Ouais. Donc voilà, donc non, non, Mais donc ceci étant, bon, voilà, le gouvernement, il a géré, voilà, on voit comment il a géré la crise. oui, non, mais voilà, donc, mais malheureusement, mais c'est ce qu'on dit, c'est à un moment donné, il va falloir qu'on ait une vision de notre politique agricole, et pas qu'agricole, hein, ça peut être c'est industriel aussi, Tout. mais à un moment donné, il va falloir se dire qu'est-ce qu'on veut réellement, et à partir du moment où on prend une décision, bon, mais on la suit. Mais malheureusement, là, on prend un mauvais chemin avec le Mercosur, avec tout ce genre de choses. Donc, il va falloir ben, changer son fusil d'épaule. On a été capable de créer l'exception culturelle, qui est une belle chose, et c'est une belle chose, l'exception culturelle, il n'y a aucun problème. Bon, par contre, aujourd'hui, on dépense des millions d'euros pour subventionner des navets que personne ne va voir, mais on n'est pas capable de mettre en place une exception agricole pour sauver notre agriculture, qui, est, qui fait plus pour l'image et la renommée de la France que certains navets cinématographiques. Bon, Ah donc non, mais on marche sur la tête. Et l'industrie, c'est pareil. Là, avec Brandt, par exemple, alors voilà, on laisse mourir Brandt, on fait, etc., etc. écoute, je te remercie, David, ton mot de la fin. Ben, le mot de la fin, moi, c'est garder l'espoir.
c'est croire et oser, et surtout se rassembler intelligemment pour proposer une autre politique. Bah, C'est pas forcément qu'on a la vérité vraie. Certains diront que c'est notre vérité, mais c'est notre vérité, donc on va la défendre et on va essayer de faire comprendre aux Français que si on ne change pas de chemin, ben à un moment donné, il ne faudra plus se plaindre parce qu'on l'aura choisi. Et il n'y a pas pire esclave que celui qui choisit d'être enchaîné. très bien, très bon mot de la fin. Mais c'est pour ça qu'on travaille ensemble, David, hein. On se Tout à croise fait, et alors on dit le mouvement des souverainistes, mais comme tu dis, il faut plus l'appeler comme ça. Mais c'est pour ça qu'on est amené à travailler ensemble avec Joachim Murat, tout à fait. qui est le descendant de la sœur de Napoléon Bonaparte. C'est ça, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et du prince Murat, Et du prince origine, Murat qui était en Italie, non? le maréchal Murat, qui est originaire du Lot et qui a fini, entre guillemets, roi de Naples. Oui, c'est Voilà, ça. c'est ça, c'est ça. Bah, écoute, merci beaucoup, Merci à toi. David, et je te dis à la prochaine. À très bientôt, Philippe, à très bientôt et bon Merci. courage. Merci.